Bonjour YouTube, ici Largo pour cette toute première vidéo sur la chaîne, la toute nouvelle chaîne YouTube Largo et le livre, une chaîne dédiée aux livres-jeux, aux livres dont vous êtes le héros. C'est un amour de jeunesse, je l'ai redécouvert il y a peu, puisque je me suis aperçu qu'il reprenait de la poêle de la bête. En effet, le livre-jeu a été assassiné dans les années 90 par le jeu vidéo. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a un retour aux sources d'un certain nombre de joueurs qui veulent revenir à de la simplicité, au crayon, à la gomme et au livre. C'est mon cas, je m'aperçois que j'ai toujours beaucoup apprécié ces livres-jeux et celui que j'ai joué donc, sur la chaîne principale Arkham Adventure TV, le Royaume de la Discorde, eh bien j'y ai pris un grand plaisir avec un simple livre. Donc j'ouvre cette chaîne, j'ignore s'il y aura sur cette chaîne une vidéo ou 400 vidéos, je ne sais pas, comme ça je ne prends aucun risque. Voilà, c'est juste un plaisir, je démarre et puis on voit ce qu'il se passe. Donc sur cette première vidéo, eh bien, sur ce premier livre-jeu sur cette chaîne, eh bien, ça sera l'hiver des hommes. Donc après le royaume de la discorde, je passe à un univers post-apocalyptique pour changer un petit peu d'univers et puis aussi d'auteur pour varier les plaisirs. Donc Dave Vomris, L'hiver des hommes, aux éditions c'est Alconost, hein, sauf erreur, voilà, absolument, Alconost, et puis c'est dans la collection Destin. Pour l'instant, je n'ai vu qu'un seul volume de cette collection Destin, donc traduit de l'anglais. Si ça vous intéresse de passer un moment en ma compagnie et un moment en ma lecture sur cet univers, je vous le montre. Je fais une petite impression de la carte. C'est ici qu'on va se balader. Donc la Terre telle que nous la connaissons a été envahie par les glaces suite à une intelligence artificielle qui a perdu la boule. Et le monde tel que nous le connaissons n'existe plus. Si ça vous intéresse, c'est juste après le générique. À tout de suite. Juste avant de démarrer cette aventure avec ma commande chez le Plumier des Chimères, ce sont eux qui revendent les livres Alconost, eh bien, il existe une revue qui s'appelle Architetis, j'espère que je prononce bien, le magazine des poulperolistes. Donc moi je ne connaissais pas. Comme je vous l'ai déjà dit sur certaines vidéos, pour moi le jeu de rôle c'est un gros travail en tant que maître de jeu, donc ce n'est pas possible. Mais dans cette revue, nous avons un petit article sur Alconost et le renouveau du livre-jeu. Je vous laisse faire un petit zoom si ça vous intéresse. Donc Faballand, le cire aux tristes couleurs, donc c'est le tome 3 des Chroniques d'Almaron. Et puis Les Éveilleurs, Alice au Pays des Cauchemars, des volumes que je ne possède pas pour l'instant. De toute évidence, les gars de chez Alconost sont des nostalgiques de la grande époque du début des livres dont vous êtes le héros. Ils suivent les anciens canons du genre. L'intérieur du livre assume un choix tout noir et blanc, même les illustrations. Celle-ci se revendique d'ailleurs très old school, normal, puisque les illustrateurs des Fableland et de Alice sont des illustrateurs de l'époque, Russ Nicholson et Kev Crossley. Quant aux illustrateurs des autres livres, français, leur style s'inspire de cette même génération. John Blanche, Ethan McGregor. Donc ça, c'est un numéro de juillet 2021, donc c'est un petit peu ancien, ça a un an, ça sort tous les trimestres, donc il y a 3 autres numéros qui sont sortis depuis. Donc le livre dont vous êtes le héros étant considéré comme un jeu de rôle alone, eh bien, ça prend sa place dans cette revue. Et puis on a aussi un article, ma foi, très détaillé, qui doit être fait, si ce n'est par un comptable, peut-être par un expert comptable, parce qu'il est très pointu au niveau bilan et des chiffres. Un article sur 100 détours, et puis le dépôt de bilan qui les affecte. Donc moi, je n'étais pas trop au courant. 100 détours, eh bien, c'est l'éditeur de l'Appel de Cthulhu en version française. Donc
une société importante. On a le jugement du tribunal de commerce, un article très documenté, puisque apparemment certains souscripteurs au Kickstarter, un Kickstarter, se sont fait un petit peu truander, disons qu'ils ont versé de l'argent sans avoir rien en retour. Donc on a un article très détaillé. En tant que professionnel, eh bien, ça m'a interpellé. Enfin, je me connais pas mal en compta. Et voilà, des graphiques dans tous les sens. Les souscripteurs Kickstarter n'aiment pas ne rien avoir en échange de leur souscription. C'est un petit peu normal. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour le reste, ça concerne le jeu de rôle. Donc vous pouvez commander les anciens numéros sur le Plumier des Chimères si ça vous intéresse. Voici un petit gros plan, chaque trimestre, etc. etc. On revient à nos moutons, et nos moutons, c'est L'hiver des hommes de Dave Morris. Alors aujourd'hui, je ne vais vous lire que l'introduction et puis la constitution du personnage, et la suite sera un petit peu plus tard. Donc on m'a fait part sur certaines vidéos que l'écran était un petit peu manquait un petit peu de stabilité. Enfin, c'est pas l'écran qui manque de stabilité, c'est le fait que je tienne le livre. Et puis, comme je fais un gros plan, même si je tremble pas beaucoup encore à mon âge, eh bien, ce n'est pas encore tout à fait stable. Donc, je vais essayer d'améliorer ce point dans la mesure du possible. On m'a fait un compliment récemment, on m'a dit qu'on écoutait les vidéos dans la cuisine, en préparant les repas. Alors, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait depuis la création de la chaîne YouTube. Si j'accompagne les petits plats de votre famille, enfin de la maîtresse de maison qui fait des petits plats, c'est pour moi vraiment un grand succès. Donc elle se reconnaîtra, je la salue au passage. Et puis si vous avez des remarques à l'issue de cette vidéo, je vais certainement oublier de vous le rappeler, si vous avez des remarques sur le son, sur n'importe quoi, vous n'hésitez pas, du moment que c'est fait avec bienveillance, je les prends en compte, j'essaie de les prendre en compte si je peux, pour améliorer eh bien, la qualité des vidéos que je vais faire ici. Bon, sans plus attendre, comme le veut l'expression. Alors, on va essayer de s'appliquer. Depuis 3 siècles. En 2040, la dégradation des conditions climatiques donna lieu à un sommet mondial extraordinaire. La communauté internationale décida de mettre en œuvre des mesures visant à réparer les dommages causés par l'activité industrielle à l'écosystème et à l'atmosphère. En 2056, un ensemble de satellites de régulation climatique avait été mis en orbite. Pour plus d'efficacité et afin de symboliser la coopération internationale, ils furent placés sous le contrôle d'un réseau de supercalculateurs nommé Gaïa. Le climat de la Terre entama une nette amélioration. Le premier présage de désastre vint début 2062, quand Gaïa cessa inexplicablement de fonctionner pendant 17 minutes. Le fonctionnement normal reprit, mais le système continua de connaître des problèmes. À l'une de ces occasions, Paris fut soumis pendant 2 jours à une vague de chaleur si intense qu'elle fit craquer les trottoirs. Après plusieurs mois, la source des problèmes fut identifiée. Un virus informatique avait été introduit dans Gaïa par des moyens inconnus. Le concepteur du système commença la programmation d'un antivirus, mais mourut avant que son travail ne soit accompli. La crise s'amplifia tout au long de l'année. Lorsqu'une inondation foudroyante entraîna la mort de 5000 personnes sur la côte du Bangladesh, le projet Gaïa fut officiellement abandonné. Malheureusement, il était trop tard pour l'arrêter. Pendant les années qui s'ensuivirent, le fonctionnement erratique de Gaïa plongea le climat de la Terre dans le chaos. Les calottes glaciaires progressaient davantage chaque année. L'Australie était soumise à une pluie torrentielle presque constante. Le centre de l'Asie était devenu un désert aride. La situation politique reflétait les ravages du climat et des guerres éclataient à travers le globe. Fin 2079, des informaticiens basés à Londres essayèrent de s'introduire dans le système de Gaïa
afin de repérer les virus autoréplicants. Gaïa détecta cette tentative et l'interpréta comme une attaque contre son programme. Elle riposta en prenant le contrôle d'un ensemble de réseaux de défense, ce qui lui permit de déclencher une frappe nucléaire. Londres fut totalement détruite. À la fin du siècle, Gaïa s'était introduit dans tous les réseaux informatiques majeurs, pilotant les systèmes climatiques, militaires et de communication de la planète entière. Des périodes de lucidité et de conditions climatiques clémentes étaient suivies d'ouragans et de blizzards arctiques. Au cours d'une interview, le président des États-Unis compara Gaïa à un être vivant. Elle devait être la mère protectrice de l'humanité, mais cette mère est devenue folle, dit-il. Le déclin ininterrompu des conditions de vie amena l'essentiel de l'humanité au bord de l'extinction. La population chuta jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques millions d'individus éparpillés à la surface du globe, principalement dans des villes où la nourriture pouvait encore être produite artificiellement. Nous sommes maintenant en l'an 2300. Les riches vivent cloîtrés dans leur tour d'ivoire, où ils se distraient avec une gaieté forcée en attendant la fin. Les pauvres habitent des bidonvilles sans loi, rongés par la maladie. Un manteau de neige et de glace recouvre les étendues qui séparent les cités. Personne n'envisage que l'humanité survive un siècle de plus. Nous sommes vraiment à la fin de l'histoire. C'est ainsi que débute notre aventure. Chers amis, nous continuons avec les règles du jeu. Portrait et équipement du héros. Vous ne vous contenterez pas de lire ce livre, vous y jouerez un rôle. Vous allez vous glisser dans la peau du héros et prendre les décisions qui façonneront son destin. Pour incarner ce personnage, 2 possibilités s'offrent à vous. Créer votre héros ou choisir un des héros préétablis. Dans tous les cas, retenez ces quelques points. Vous débutez avec un total initial de points de vie que vous ne pourrez jamais dépasser. Si vos points de vie descendent à 0, vous êtes mort et votre aventure se termine. Vous pouvez transporter jusqu'à 8 objets avec vous. Au début de l'aventure, vous n'avez en votre possession que les objets requis pour l'usage de vos compétences. Voir ci-dessous. Les scads, la monnaie en vigueur ne compte pas comme un objet. À présent, consultez la liste des héros préétablis ou créez le vôtre comme suit. Donc moi j'ai décidé de choisir un héros préétabli. Alors, j'ai un petit peu lu le début en avance, je l'admets, enfin j'ai lu les règles un petit peu en avance pour ne pas être trop pris au dépourvu. Donc nous avons différentes capacités qui se passent de commentaires pour tout joueur expérimenté dont vous faites certainement partie. Donc l'agilité, le combat rapproché, l'astuce, la cybernétique, celle-là je peux la détailler, la capacité de programmer et d'utiliser un ordinateur, une science presque oubliée dans le monde apocalyptique du 23e siècle. Le PES, perception extrasensorielle, le pouvoir de sentir le danger et de lire l'esprit des autres. Tout personnage maîtrisant cette compétence possède dès le début de l'aventure un amplificateur psionique qu'il devra conserver pour utiliser son pouvoir. La connaissance, la paradoxie, c'est le pouvoir d'agir sur les lois naturelles par la force de son esprit. Cette technique est plus lente et moins fiable que le PES, mais peut avoir des effets miraculeux. Tout personnage la maîtrisant possède dès le début de l'aventure un amplificateur psionique qu'il devra conserver pour utiliser son pouvoir. Nous avons un peu plus inédit le pilotage, donc la capacité de conduire évidemment n'importe quel type de véhicule, du scooter des neiges à la navette spatiale, la roublardise, le tir, la loi des rues. Alors qu'est-ce que la loi des rues? C'est la compétence à ne se sentir jamais perdu dans les villes. Vous vous sentez chez vous dans les ruelles éclairées au néon où d'autres ne voient que pauvreté et danger. Et enfin, la survie, une compétence qui me permet de m'adapter à la nature hostile des régions désolées et inhabitées. Alors, au niveau des personnages, j'ai le choix entre l'explorateur, le chasseur de primes, l'espion, le commerçant, le visionnaire, le scientifique ou le mutant. Alors,
je me suis dit, Largo, quel est le personnage qui te correspond le mieux? Alors, c'est peut-être le mutant, selon vous, mais pas selon moi. Ça aurait pu être le chasseur de primes. Ça aurait pu être le commerçant. Alors, si j'avais eu le temps, j'aurais fait un petit sondage, mais on va attaquer mollo. Mais on n'a pas trop de temps pour l'instant. Donc, j'hésite toujours entre le chasseur de primes et le commerçant. L'espion, non. Non, le scientifique non plus. Le chasseur de primes ou le commerçant? Allez, c'est le commerçant qui va peut-être mieux me convenir. Donc j'ai les compétences PES, connaissance, tir et loi des rues. Profil, peu de gens osent franchir les étendues glacées séparant les villes, ce qui permet à un aventurier audacieux de faire de jolis profits. 10 points de vie. Je dispose d'un pistolet barrissal à 6 charges et un amplificateur psionique. J'ai 35 scads. Et donc le chasseur de primes, profil, les temps sont durs et les faibles sont les victimes des forts. Ce sont les gens comme vous qui font respecter la loi. Peut-être que ça me correspond mieux, ça. J'hésite un peu. À noter qu'il n'a pas de capacité psionique, lui. Je vais prendre chasseur de primes. Allez, je change d'avis au dernier moment, ça me correspond bien aussi. Je vais prendre chasseur de primes. Alors, la feuille de personnage, eh bien, la voici, en format A4. Voilà, je vais la remplir, et puis je vous donne rendez-vous dans un instant pour le prologue. Voici ma petite feuille de personnage, donc 10 points de vie, 40 scads. J'ai les compétences astuce, pilotage, tir et loi des rues. Je dispose d'un pistolet barrissal avec 6 charges. Voilà, on est prêt à démarrer ce prologue, si vous le voulez bien. L'auberge étrusque est nichée à l'ombre des Apennins, près d'une cascade gelée, abritée du vent par une haute falaise de pierre noire et nue. Assis à côté d'une longue fenêtre, vous regardez les montagnes. Le crépuscule fond les contours abrupts de la roche, emplissant les vallées d'une pénombre bleue. La lune brille faiblement derrière des nuages noirs poussés par le vent. De la neige va encore tomber ce soir. Vous écartant de la fenêtre, vous laissez tomber le rideau et entreprenez de traverser la pièce crasseuse. Des voyageurs assis le long des murs jouent bruyamment aux cartes et aux dés, tout en buvant des liqueurs couleur de feu. Beaucoup sont des chasseurs et des commerçants venus des plaines qui descendent vers la mer ligurienne. D'autres résident peut-être ici depuis bien plus longtemps, des hommes et des femmes maigres et âgés qui peinent à trouver un emploi. L'auberge étrusque est une cascade escale bien connue de ceux qui entreprennent la périlleuse traversée des Apennins. Si certains, à la vue des pics enneigés, perdent espoir et choisissent de rester, qui peut les en blâmer? Vous-même, vous vous demandez parfois pourquoi vous prenez la peine de continuer dans ce monde de pauvreté et de souffrance. L'histoire de la création de l'auberge est étrange, même en ces temps eux-mêmes fort anormaux. Le bâtiment était à l'origine un appareil aérien qui s'est écrasé en traversant les montagnes, il y a de cela 200 ans. Un ancêtre de l'aubergiste actuel a transformé l'épave en une escale pour les voyageurs. Le générateur n'avait pas été endommagé par l'accident et l'auberge dispose donc de l'électricité, une rareté dans le monde moderne. Mieux encore, plusieurs des réparatechs de l'appareil fonctionnent toujours. Ces robots nettoient et réparent constamment la structure, accomplissant fidèlement les tâches pour lesquelles ils ont été programmés des siècles plus tôt. Écartant un rideau, vous pénétrez dans une autre pièce de l'auberge. Les images vacillantes d'un vieux film emplissent un écran fixé au mur. L'aubergiste est assis avec quelques autres à l'arrière de la pièce d'où il commente bruyamment l'histoire. Vous enjambez un réparatech ressemblant à un long cancrelat métallique qui déploie aussitôt des brosses de polissage pour nettoyer le sol à l'endroit où vous vous trouviez. Vous appuyant au mur,
Vous regardez le film pendant quelques minutes, mais les exclamations et les railleries de l'aubergiste vous dérangent. Lorsque vous vous plaignez, il répond d'un rire bruyant. Ce n'est pas la peine de vous intéresser aux films qui apparaissent sur cet écran. Les images viennent d'un satellite connecté à Gaïa, qui change de chaîne selon son humeur du moment. Il m'est arrivé de voir des actualités datant de plus d'un siècle. À d'autres moments, il y a des films, des spectacles musicaux ou des documentaires, mais je n'ai encore jamais vu la fin d'un seul programme. Tenez, il tend le doigt vers l'écran et, en vous retournant, vous voyez que le film a été remplacé par de la neige parasite grise. Vous ne pouvez pas l'éteindre, grogne un homme depuis la salle adjacente, il y a des gens qui aimeraient dormir. L'éteindre, vous dites, fait l'aubergiste en hurlant de rire. Il n'a jamais été éteint de toute ma vie. On ne peut pas l'éteindre. Pas à moins que Gaïa ne décide de nous prendre en pitié et de nous accorder quelques heures de tranquillité. Des bruits de pas lourds se font entendre et un homme au visage rubicond et furieux émerge de l'autre pièce. Il jette un regard exaspéré à l'écran qui affiche désormais un bulletin météorologique pour le mois à venir. « C'est ridicule !» s'exclame-t-il avec colère. « Ça dit qu'il va y avoir des orages à New York et il n'y a pas eu de pluie à New York depuis des années. La ville est enfouie sous 800 mètres de glace. » Un gloussement échappe à l'aubergiste tandis qu'il retourne à ses tâches. Pas la peine de vous en prendre à moi, tout le monde sait que Gaïa est timbrée. L'homme, dont le repos a été dérangé, lui adresse un regard agacé. Si on ne peut pas éteindre cet écran, proteste-t-il, on peut toujours le casser. Il montre n'importe quoi de toute façon. Voyant l'homme s'avancer comme pour mettre sa suggestion à exécution, l'aubergiste fait un signe négatif du doigt. Je vous déconseille d'y toucher. Fourrez-vous du coton dans les oreilles si le bruit vous dérange. Mais si vous cassez l'écran, les réparateurs passeront toute la nuit à le remettre en état et leur remue-ménage empêchera tout le monde de dormir. En entendant cela, l'homme lève les bras au ciel avec exaspération, puis, rassemblant ses couvertures, s'en va dormir à l'autre bout de l'auberge. La nuit tombe. Le vacarme des beuveries est remplacé par des murmures étouffés, puis par des ronflements. Vous vous pelotonnez sur votre propre couche, écoutant le gémissement du vent à l'extérieur du fuselage. Demain, vous devrez vous aventurer à nouveau dans ce froid. Ce n'est pas une perspective engageante. Dans la pièce d'à côté, vous pouvez entendre le babil incessant de l'écran. Un extrait d'un jeu télévisé, probablement filmé avant la naissance de votre arrière-grand-père, est suivi de séquences tirées de films de science-fiction du XXIe siècle. Vous avez soif et vous n'arrivez pas à dormir. Ignorant les protestations marmonnées par les gens étendus autour de vous, vous vous levez et les enjambez pour vous rendre dans la pièce où se trouve l'écran. Vous vous asseyez. Peut-être qu'une demi-heure de séquence vidéo, sans rime ni raison, viendra à bout de votre insomnie. L'écran s'est mis à diffuser des actualités de l'année 2120. L'information principale concerne l'accident d'un appareil aérien dans les Apennins. Vous vous penchez en avant, intrigué. Des photographies prises du ciel montrent l'épave fracassée qui deviendrait plus tard cette auberge. Soudain, les images changent. Autre sujet aujourd'hui, annonce la voix du présentateur, les scientifiques qui étudient la météorite tombée en Égypte le mois dernier déclarent qu'il pourrait s'agir du plus ancien objet connu de l'univers. Vous pouvez voir ici les combinaisons nécessaires pour approcher de la météorite, qui émet une radiation d'un type à ce jour inconnu. L'image vacille et passe à une scène postérieure de plusieurs mois. Un journaliste se tient au bord d'une route tandis qu'un camion blindé traverse l'arrière-plan à grande vitesse. Des terroristes de la secte baptisée les Veilleurs Volantins se sont emparés aujourd'hui de la mystérieuse météorite alors qu'elle était acheminée vers le Caire pour de nouveaux tests. Les terroristes vénèrent la météorite qu'ils appellent le cœur de Volante.
Ils n'ont à présent fait aucune déclaration. L'écran grésille à nouveau et prend une couleur vert intense, sur laquelle les continents du monde sont délimités en rouge. Ils sont représentés avec les contours qu'ils avaient avant que le niveau des mers ne descende et que les calottes polaires ne s'étendent pour les recouvrir. Une voix féminine et chaude parle. Le cœur de Voland resta entre les mains de la secte pendant 20 ans. Ces adeptes fondèrent la cité du N dans le Sahara et apprirent à exploiter le pouvoir du cœur, qu'ils utilisèrent de façon dévastatrice lors de la guerre du paradoxe. Plus tard, du N connut la guerre civile et fut abandonné. J'ai désormais terminé l'analyse des tests scientifiques réalisés avant que le cœur ne soit dérobé par la secte et voici mes découvertes. Si un humain venait à entrer en contact physique direct avec le cœur, toute l'énergie contenue dans celui-ci serait libérée et le potentiel psychique total de cette personne serait activé. Concrètement, elle obtiendrait le pouvoir absolu sur son environnement. Ceci était une communication de Gaïa. Merci de votre attention. L'écran se fait blanc et silencieux pendant un moment, puis commence à diffuser un dessin animé. Vous le remarquez à peine, stupéfié d'avoir entendu la voix de Gaïa. Votre esprit commence à enregistrer ce qu'elle a dit. Le pouvoir absolu. Il se trouve quelque part dans la cité en ruine de Du-N, au milieu du désert glacé du Sahara. Soudainement méfiant, vous regardez les formes étendues à travers la pièce. Quelqu'un d'autre a-t-il entendu le message de Gaïa? Vous écoutez les ronflements et le bruit lent et régulier des respirations. Personne ne semble être éveillé. Plongé dans vos pensées, vous retournez vous enrouler dans vos couvertures, mais le sommeil se dérobe encore plus à présent. Quand vous vous endormez enfin, quelques heures avant l'aube, vos rêves sont peuplés d'images de la mystérieuse météorite venue de l'espace et du pouvoir qu'elle renferme. Êtes-vous prêt à aller à Du-N pour y chercher le cœur? Désirez-vous le pouvoir de transformer le monde tout entier? Si tel est le cas, rendez-vous au 1. Vos affaires sont empaquetées et vous êtes prêt à quitter l'auberge dès l'aube. Une lumière grise et froide filtre à travers la poussière des hublots alignés le long de la salle commune. Vous dirigeant vers la sortie, vous trouvez l'aubergiste en train de polir l'antique comptoir en formica. Comme vous posez votre paquetage à côté de la porte, il s'approche et éloigne d'un coup de pied l'un des réparatèques dont le corps métallique était pressé contre le seuil. Vous avez de la chance de les avoir, faites-vous, en entrebâillant la porte pour inspirer d'une bouffée d'air glacé. L'aubergiste grogne en regardant le réparatèque se réorienter et s'éloigner en glissant sur le sol. Ils ont leurs inconvénients, ils tiennent absolument à rendre à l'auberge la forme qu'elle avait à l'origine. J'ai ajouté cette porte moi-même. Elle est plus commode que le sas qui se trouve à l'arrière du fuselage. Mais si je la laisse sans surveillance pendant plus de quelques heures, c'est saleté de réparatèque et c'est toujours de la scellée. Vous souriez pour montrer votre compassion. Je serais heureux d'avoir votre avis. Je voyage vers le Sahara. Quelle est la meilleure route? L'aubergiste ouvre la porte en grand, malgré les jurons que suscite chez ses clients la morsure soudaine du froid. Avec un regard pour les étendues de neige d'un blanc aveuglant, il vous dit « Le trajet le plus logique vous ferait passer par Venise, où vous pourriez emprunter le ferry jusqu'à l'Équerre. Et pourtant, il se frotte les mains et un long filet de respiration condensée s'échappe de sa bouche dans l'air glacé. Si c'était moi, je serais tenté de traverser plutôt la jungle de la Lyonesse, afin de savourer un peu de chaleur dans ce monde froid. Ensuite, il suffirait de traverser le Gibraltar et les montagnes de l'Atlas, à moins que vous ne tombiez sur la lune perdue de Marseille.
Bien sûr, auquel cas, vous pourrez peut-être même trouver un métro souterrain qui vous amènerait directement au Sahara. Remerciant l'aubergiste pour ses conseils, vous lui indiquez que vous êtes prêt à régler votre note. Il vous regarde avec surprise et désigne du doigt un petit homme fringant vêtu d'une combinaison blanche frangée de gris. Votre ami a déjà payé. Le petit homme s'avance là-dessus et vous tend la main avec un large sourire. Bonjour, je m'appelle Kyle Bosch. Il me semble que nous voyageons dans la même direction. Si vous acceptez la compagnie de Kyle Bosch, rendez-vous au 23. Si vous lui dites que vous préférez voyager seul, rendez-vous au 45. Je suis en face de mon premier choix. Dans ce monde hostile. Alors déjà, l'attitude de Kyle Bosch me paraît suspect d'avoir payé la note, il n'y a aucune raison. Et puis, il m'indique que l'on va voyager dans la même direction vers le Sahara. Bon, pourquoi? Est-ce qu'il a assisté lui aussi à la conversation de Gaïa, enfin au reportage de Gaïa hein, sur cette ville mystérieuse? C'est bien possible. Néanmoins, dans un monde hostile, même si je suis avec quelqu'un peut-être qui va me trahir, je suis certain qu'il pourra m'être utile au début. Donc je vais voyager en sa compagnie. Rendez-vous au 23. Je vous ai entendu dire que votre destination était le désert de glace du Sahara, dit Bosch. Mon prochain voyage me conduit dans la même direction. Alors que vous vous engagez ensemble parmi les épaisses congères, Bosch vous saisit le bras et désigne du doigt une rangée de poteaux de bois noir. Voici la route vers Venise. De là, nous pourrons prendre le ferry pour l'Équerre. Si vous acceptez d'aller vers l'est jusqu'à Venise, rendez-vous au 200. Si vous préférez traverser la jungle de la Lyonnaise à l'ouest, comme l'aubergiste vous l'a recommandé, rendez-vous au 177. Alors, on va faire un petit point carte parce que ça va être utile. Donc, on me dit... Alors, les Apennins, ça doit être les Alpes, c'est ce que je comprends. Donc, nous devrions nous situer vers ici. Et puis, nous avons le choix entre aller à l'est, vers Venise, donc remarquez l'orthographe, ou nous aventurer vers la jungle de la Lyonnaise. Alors, je jette un œil sur mes capacités, j'ai astuce, tir, loi des rues. Donc loi des rues, c'est les villes. Donc moi, je vais préférer aller dans les villes, sachant que pour aller dans les ruines de Marseille, je vais être obligé de passer par la jungle de la Lyonnaise. Bon, je vais peut-être plutôt aller à l'est, et le métro sera peut-être un choix qui correspond mieux à ma capacité, puisqu'il est bien indiqué dans le livre que... il faut faire des choix adaptés à ses capacités. Donc, ça va être... donc, je ne vais pas choisir la recommandation de l'aubergiste. Je vais plutôt aller vers Venise au 200. Notez le code diamant sur votre feuille d'aventure. Je le fais tout de suite. Diamant. Voilà. Votre voyage vous entraîne dans les hauteurs montagneuses où les journées sont ternes sous un ciel de plomb et les nuits pleines de neige tourbillonnante. Vous vous nourrissez des quelques rations que vous avez obtenues à l'auberge, mais elles s'épuisent vite, trop vite. Il vous faut atteindre rapidement une zone habitée ou souffrir de la faim. Alors on a quelques illustrations que voici.
Progressant dans un col étroit, la tête baissée pour vous protéger du vent glacial, vous apercevez soudain une silhouette humaine sur une corniche devant vous. Vos appels ne reçoivent pas de réponse et la silhouette disparaît momentanément derrière un voile de neige. Hâtant le pas, vous découvrez plusieurs autres formes humaines, mais aucune n'est heureuse de vous voir. Elles sont en fait au-delà de toute émotion, mortes depuis longtemps et changées en statue par le froid. Si vous vous approchez pour les examiner, 264. Si vous ignorez les cadavres gelés et poursuivez votre chemin le long du col, rendez-vous au 285. Bon, je vais bien entendu les examiner. Au 264, il y a certainement des choses à fouiller. Le b.a.-ba de tout bon livre dont vous êtes le héros. Enfin, on peut l'espérer. Bosch grimpe jusqu'à la corniche et entreprend de fouiller l'un des cadavres. « Je n'aime pas voler les morts, mais il pourrait y avoir des vivres, marmonne-t-il. Si vous pratiquez la roublardise, rendez-vous au 328. Si ce n'est pas le cas, mais que vous maîtrisez la paradoxie, rendez-vous au 370. Si vous n'avez aucun des deux, ça sera le 306. Je n'ai aucun des deux. Bosch regarde la rangée de visages pâles et morts en frissonnant. Il y a au moins 10 cadavres, certains sur cette corniche et d'autres perchés plus loin parmi les rochers. Ils ont dû monter ici pour échapper à des loups, dit Bosch. Il se trompe, il n'y a pas de loups dans ces montagnes et ces gens ne fuyaient pas des prédateurs lorsqu'ils sont morts. Ils sont tous figés dans des positions qui suggèrent la curiosité, dressés pour distinguer quelque chose. Une expression de fascination sur le visage et de minuscules stalactites de glace devant leurs yeux grands ouverts. La mort ne les a pas entourés de mâchoires enragées, mais s'est glissé silencieusement jusqu'à eux comme un voleur dans la nuit. Le ciel est en train de passer du gris au noir. Si vous poursuivez votre chemin, vous devrez passer la nuit en terrain découvert, sans protection contre le vent glacial. Ne pas vous arrêter ici, 285, ou vous abriter ici. Je vais bien entendu m'abriter, il n'est pas question de marcher durant la nuit. 349. Découvrant une autre corniche où ne se trouve pas de cadavre, vous la débarrassez de la neige qui la recouvre et vous vous installez pour la nuit. Bosch jette un coup d'œil dubitatif le long de la paroi pierreuse. Ça donne un peu l'impression de dormir dans un cimetière, observe-t-il. Vous ne pouvez que hausser les épaules. Essaie de ne pas y penser. Ici, au moins, nous sommes à l'abri du vent et des prédateurs. Je me demande. Tant que la faible lumière du jour cède la place à la nuit, des flots de neige se déversent à travers le col. Le bruit fait penser au hurlement d'une banshee. Blotti dans votre veste, vous essayez de trouver le sommeil. Puis vous entendez le bruit distinct de pas dans la neige. Quelqu'un approche. Si vous maîtrisez le PES, rendez-vous au 392. Si j'ai connaissance, 413. Aucun des deux, vous pouvez bondir à l'attaque ou attendre où vous êtes. Je vais plutôt attendre où je suis. Je me rends au 2. La silhouette émerge des ténèbres comme un spectre. Elle est enveloppée dans une cape grossière faite de fourrures cousues ensemble. Son corps rachitique aboutit à un maigre cou que surplombe une tête large et molle comme un sac de cuir. Rejetant sa capuche en arrière, elle révèle un visage hideux que domine un œil unique et brillant à l'extrémité d'un pédoncule flexible. Bosch barre en retraite vers le bord de la corniche, puis se fige, paralysé par l'œil de la créature. Le pédoncule dirige ensuite le regard fatal dans votre direction. Si vous avez la compétence agilité, rendez-vous au 112. Dans le cas contraire, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit avant d'être plongé dans une transe hypnotique dont vous ne ressortirez
jamais, eh bien, chers amis, je n'ai pas l'agilité. Alors je pensais que j'aurais un peu plus le temps de réagir ou de sortir mon pistolet, mais ce n'est pas du tout le cas. Eh bien c'est très très dur. Il n'y a pas du tout de lancer de dés, c'est la particularité de ce livre. D'ailleurs je vais pouvoir ranger mes dés. Et eh bien c'est la fin de mon premier essai. Voilà tout. Donc je pense que je vais... j'ai le temps d'y réfléchir, et vous aussi. J'espère que cette première vidéo aura suscité votre intérêt. Je vous souhaite d'excellentes lectures, interactives ou non, et j'espère à bientôt sur la chaîne L'Argot et le Livre. À ciao, bonsoir.